Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Jérémy. Salut Julien, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah, écoute, trop cool, trop cool. Ouais, je suis content de t'avoir ici sur le podcast. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Jérémy, mais j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux quand même à ne pas le connaître, c'est Jérémy Nabé. Donc, c'est le fondateur et l'animateur du podcast Ça fait un bail. Ça fait un bail rapport à l'immobilier, évidemment. C'est un sacré jeu de mots d'ailleurs, hein, ce nom de Ouais, podcast. écoute, ça continue à plaire, moi je suis content. Ça s'était trouvé vraiment en 3 minutes et au final, je suis assez content, je le garde. Souvent quand je lance des marques ou des boîtes, au bout d'un an, je suis un peu saoulé. Ouais. Et là, euh, et là pour le moment, je suis encore hyper aligné, hyper à l'aise avec. Bon, bah, cool, non, mais c'est cool. Franchement, c'est un bon nom, c'est bien trouvé, je trouve. Et en plus, ça fait une bonne introduction à chaque fois aux épisodes, donc c'est parfait. C'est parfait. Exactement. Et ça fait Ou pas pour relancer tellement, des gens, ça fait pas pour tellement un relancer bail des que ça, quand invités. même, hein. Parce que si ça fait vraiment Ouais, enfin, tu fais des épisodes assez régulièrement, quand même, plusieurs par semaine au final, tu diffuses. Donc, finalement, ça fait pas des gros beaux, on va dire. ouais. Mais voilà, c'est cool. Bon, en tout cas, encore une fois, je suis content de t'avoir, Jérémy. Alors, la première raison, c'est parce que bah, c'est toi qui m'as donné le goût du podcast au tout début. Parce que c'est avec toi que j'ai fait mon premier épisode de podcast en tant qu'invité. C'était en mai 2021. C'était l'épisode 25 chez toi. Donc, depuis, il y en a eu beaucoup. mais, Ouais. mais tu vois, tu étais quand même plutôt vers le début que par rapport à maintenant. Je me rappelle très bien, c'était pendant le week-end de l'Ascension. C'était un jour férié. On a fait ça à distance et j'étais dans une maison de vacances vers Aix-en-Provence. Là. Bon, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, c'était très cool. Ça m'a donné. J'étais assez stressé, je t'avoue, à l'époque. Ça m'a donné le goût du Ça se podcast. voyait pas. Ouais, ça se voyait pas, voilà. Après, c'est vrai que j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça aussi Paco hein, du podcast Les Investisseurs 4.0 que j'aime beaucoup et qui lui aussi Ouais, n'a fait trop que sympa. accentuer derrière mon envie finalement de participer à des podcasts, alors que ce soit en invité, mais aussi en tant qu'animateur, comme je le fais aujourd'hui depuis le début de l'année sur Money Tree. Euh, voilà, donc ça c'est cool. Et puis je suis repassé aussi avec toi en octobre, quelques mois après. On a fait un autre Exactement. épisode, l'épisode 36 sur marchand de biens cette fois à l'achat-revente. Donc C'était le voilà. premier à passer 2 fois, Ouais, et en effet Paco très cool. On a tellement de points communs avec Paco, qu'on en rigole à chaque fois. Tu vois, on a grandi un peu au même endroit, on a bossé au Brésil, quasiment à la même période. On a lancé un podcast sur des sujets c'était hyper drôle. Je l'ai invité chez mon père la semaine dernière ah ouais. et on s'est vu dans le 77. On a fait un peu, on s'est dit bon vas-y, il fallait qu'on le fasse, tu vois. Ah ouais, très cool. Non, c'est cool, c'est chouette. Franchement, non, c'est Paco, c'est un chouette type. On le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et puis on salue aussi tous ces auditeurs qui sont communs. Il y en a forcément des auditeurs communs entre nos trois podcasts. Même si moi, j'en ai pas beaucoup à vous apporter aujourd'hui, mais bon, voilà, ça, Ça arrive, ça arrive. ça, ça viendra. En tout cas, non, c'est cool, vraiment très inspirant. Donc autant Jérémy que Paco. On a traité un épisode avec Paco pour ceux qui veulent l'écouter. C'était, je sais plus le numéro de l'épisode, mais ça doit être l'épisode 19, 18 même peut-être. Donc du coup, si vous voulez l'écouter, c'était vraiment cool, un chouette échange. Et on va faire pareil avec Jérémy aujourd'hui. Donc on va forcément parler d'IMO et on va forcément parler de podcast un peu aussi. Donc, parce que c'est des sujets qui nous sont communs. Est-ce que tu veux commencer pour ceux qui te connaissent pas, même s'il y en a peut-être pas beaucoup, par te présenter? Écoute, très bien, je m'appelle Jérémy, j'ai grandi dans le 77 en Seine-et-Marne, d'un père portugais, d'une mère polonaise, donc avec déjà une famille qui bosse dans le bâtiment, même si ils n'ont pas tous investi, mais ça m'a quand même un peu mis les pieds dedans, des week-ends sur le chantier avec mon père, ma mère qui gérait toute la partie compta et expertise gestion de ces appartements. Euh, D'un milieu voilà assez modeste, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que
bon, ils ont quand même construit un petit patrimoine. Ça m'a permis d'aller en école de commerce, notamment après mon lycée. J'étais à l'IESEG à La Défense. Je faisais le RER A du début jusqu'à la fin tous les matins. Et, euh, et voilà. Et mes amis de l'IESEG, ils étaient toujours assez étonnés quand ils me disaient, ils font quoi tes parents? Je leur disais, bah mon père il est plombier. Ils disaient, ah trop marrant. Non vraiment il fait quoi ton père? Je disais, non non il est Putain. vraiment plombier, tu vois. Et t'habites où? J'habite à Ponto Combo. À Ponto Combo, mais c'est où? C'est C'est dans en un autre Afrique. pays. C'est ça. Ça sonne Et je très disais, africain, ouais. Ouais. je disais non, non, bah, on a beaucoup de Portugais, beaucoup d'Africains à Ponto, mais c'est à 55 minutes d'ici, c'est pas très très loin. Ah ouais. Et, euh, et du coup, rapidement, j'ai eu envie d'entreprendre. Je fais de la junior entreprise beaucoup en école. Si vous êtes en école, profitez de cette expérience, c'est vraiment génial pour vous lancer un peu sur l'entrepreneuriat. J'ai finalement démarré avec des startups dans la bouffe, donc une appli pour manger le midi, un abonnement. Parce que allez, si j'ai trois passions, c'est le podcast, l'immobilier et la bouffe. OK. Et du coup, du coup, un de mes stages où j'étais à San Francisco, j'ai découvert cette appli. Je les ai aidés ensuite à lancer à Paris. Et quand je me suis fâché avec la direction américaine de cette app, je me suis dit, OK, je fais mon premier investimo parce que ça m'intéressait depuis un moment, tant que j'ai encore un CDI. Et j'essaye de sortir du cash flow pour pouvoir entreprendre de manière un peu plus sereine sur sur une idée, soit autour de l'IMO, soit autour du podcast. Voilà un petit peu les, euh, mon histoire jusqu'à la création ensuite du podcast. Ça fait un bail. C'était quand ce premier Investimo? C'était en 2019. Voilà, je pense que je quitte ma boîte en mars. Euh, En mars, j'ai toujours pas de bien signé, donc je me dis ok là faut vraiment s'y mettre. Ça faisait 3 mois que je ponçais tout YouTube et tous les podcasts IMO qui existaient. Il y en avait pas beaucoup. Il y a celui de Bruno Racco, Investimo Club. À l'époque, c'était un des seuls. J'avais trouvé ça assez cool. Qui a été Et un peu abandonné, non, depuis? ouais, je l'ai reçu sur le podcast Ouais, je me récemment, souviens. tu vois. Mm. Et c'est lui qui, tu vois, pour le coup, mon inspi pour lancer le podcast, c'était Bruno. Et quand il s'est arrêté en 2018, un peu frustré, tu vois, de pas avoir plus d'épisodes. Et c'est un peu pour ça que j'ai lancé. Ça fait un bail. Il est arrivé trop tôt aussi, je pense. C'est toujours un peu le problème des gens qui sont un peu avant-gardistes sur des choses. Le podcast était pas, enfin, je pense, n'était pas forcément aussi écouté qu'aujourd'hui, quoi, hein. Je pense que s'il avait tenu jusqu'à aujourd'hui, il aurait le plus gros Ouais. podcast IMO, voire investissement. Il serait au-dessus de la martingale et compagnie. Euh, Après, voilà, en 2018, Bruno, il avait quasiment il avait déjà sa liberté financière, il avait plus trop envie de se fatiguer, il a fait une pause pour ses enfants. Mais il revient doucement dans le game là. Il y a nouvelles choses qui arrivent. Et son podcast, assez étonnant. Donc, il s'est arrêté en 2018. Aujourd'hui, son podcast, je crois il m'a dit, il fait encore 15 ou 20 000 écoutes par mois, quoi. Ah ouais, putain, c'est fou. C'est hyper longue traîne. Enfin, c'est assez génial. C'est hyper rassurant, en tout cas. Ouais, ça me rassure aussi parce que je t'avoue que des fois, je me dis, c'est quand même long. Moi qui suis Ouais, un impatient très pressé, c'est quand même long. Donc bon, ouais, écoute, c'est un peu long. ça me rassure ce que tu dis. Voilà. Donc ouais, 2019, donc mars, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette deadline, tu vois, parce que je savais qu'à la banque, ensuite, une fois que j'avais mon solde de tout compte, c'était mort pour investir. Et du coup, ça te met une vraie deadline, ça t'oblige à aller faire des visites, à faire des offres, etc. Du coup, c'est vraiment un conseil que je donne. Si vous n'avez pas une deadline forcée, essayez vraiment de vous la fixer et de pas la dépasser. Ça permet vraiment de se bouger et d'y aller. Euh, et je signe du coup en juillet. Ça a été très chaud parce que du coup la banque m'a demandé mes dernières fiches de paye au moins 5 ou 6 fois et je leur ai jamais envoyé. Euh, j'étais, euh, je me suis dit allez, faut pas que ça fasse capoter le projet, sinon c'est mort. Et j'ai acheté un appart 168 000 euros dans le 77, pas très loin de chez mes parents. Ok, mais d'ailleurs, petite astuce là sur la partie, si vous êtes en CDI et que effectivement vous savez que vous allez partir, vous êtes en préavis, etc. Et que vous allez partir et que la banque, vous avez un projet à la banque, essayez de terminer votre contrat dans les premiers jours du mois
suivant celui dans lequel vous voulez terminer. Ça vous fait un bulletin complet Exactement. sur lequel vous n'avez pas votre solde de tout compte. Et du coup, ça vous fait un mois de plus de délai, on va dire, si la banque traîne un peu et vous demande une mise à jour, quoi. Voilà. Petite astuce une de mes futures associées, enfin je crois, hein, si elle m'écoute, on est en train de discuter pour s'associer en tout cas, est en train de faire justement en quittant son job, puisqu'elle a 2 projets à la banque et que du coup, c'est beaucoup plus facilitant en tout cas. Voilà, et ça vous fait une sécurité encore une fois. C'est clair. Alors, faut être bien sûr que vos projets ils soient justement en cash flow positif et sans que vous ayez pris des risques inconsidérés parce que bon, on arrive sur une période de soit de chômage, soit de rien du tout. Moi, je savais même pas si j'allais réussir à avoir une rupture conventionnelle. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai poussé et que je suis allé chercher du cash flow. Mais voilà, s'endetter et perdre son job, ça peut être aussi une situation à risque. Faites bien gaffe que ça soit contrôlé comme et mesuré comme risque. Ouais, après on peut aussi quitter un job pour un autre et comme sur l'autre Oui, on c'est sera vrai. en période d'essai pendant plusieurs mois, on pourra pas emprunter, donc le faire vite, T'as vite avant de raison. changer de Mmh, job mmh, mmh. aussi. Et c'est vrai que souvent dans l'immobilier, on parle, voilà de liberté financière et cetera. Bon, c'est très très à la mode et puis il faut dire ce qui est, c'est très vendeur. Mais il y a aussi beaucoup de salariés, et la grande majorité des investisseurs sont des salariés Ouais. et qui s'épanouissent dans leur boulot et moi ça a été le cas pendant des années d'ailleurs et voilà et franchement, voilà, j'insiste sur le fait, c'est pas une tare d'être salarié, hein, attention, c'est même plutôt très bien, très sécurisant pour beaucoup de monde. Et puis vous pouvez aussi vous épanouir, quoi. Donc c'est voilà, tout le monde ne cherche pas la liberté financière, c'est quand même important aussi. Ah oui, je vous confirme que la banque sera ravie de voir que vous avez un CDI. Ouais, clairement, clairement, clairement. Et voilà, donc en fait, tu fais cet invest donc juin 2019. C'est quoi comme typologie de biens, quelques chiffres, si tu peux nous partager un peu ça? Ouais, bien sûr, je signe le 12 juillet. Il y a 168 000 euros d'acquisition, plus frais de notaire, plus à peu près 20 000 de travaux. On est sur une OP à 200 000 euros, mais vraiment avec des travaux. Du coup, je suis au chômage, donc je suis sur le chantier tous les jours avec mon père qui m'aide du coup de 7 heures du matin à 9 heures du soir. On essaye de terminer ça rapidement. Plus avantageux que tes collègues de l'école, du coup, tu vois? Parce que leurs parents à eux, ils pouvaient pas les aider, quoi, pour faire les chantiers. Exactement. Mais maintenant, ces collègues-là, ils écoutent le podcast et, et ils comprennent un peu, ils comprennent un peu mieux. Et ils m'appellent et ils me disent, ouais, je travaille en assurance au Luxembourg, tu pourrais m'aider à investir. Cool. Euh, et pour rien au monde, je veux aller travailler en assurance au Luxembourg. Et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, n'allez pas travailler en assurance au Luxembourg ou en audit, parce que c'est vraiment chiant. Tu m'étonnes. Mais, et, euh, et du coup, voilà, je fais à peu près 20 000 euros de travaux, mais parce que je mets vraiment la main à la pâte, que je paye mon père beaucoup moins que ses autres clients et enfin, je lui paye vraiment la main d'œuvre. Je m'occupe de tous les commandes, les trucs, les meubles, et j'apprends surtout. J'ai trop aimé finalement faire ça. Euh, Premièrement, je passe du temps avec mon père, c'est cool. Je pense dans ma vie, j'ai jamais passé autant de temps avec mon père que Ouais. sur ces 2 3 mois où on se voyait tous les jours. Et ça, c'était cool. Et il m'a appris tout ce qu'il savait parce qu'il est hyper performant sur tous les corps de métier. Donc on fait vraiment tout seul sans déléguer, à part la peinture qu'on délègue, parce que ça c'est vraiment chiant. Mais C'est marrant, moi, c'est ce que je préfère. ah ouais non c'est fatigant. Ouais. Et mon père il aime bien les trucs où il y a un petit peu de tu vois d'apport intellectuel sur le truc Ouais, et ouais. donc sur de l'électricité, de la plomberie, etc. Tu peux aller chercher des trucs un peu malins. Tu veux dire que les peintres sont moins intellectuels que les plombiers? Non, je dis pas ça, je dis pas ça parce que mais c'est quand même un des premiers métiers que tu peux faire toi-même Ouais, justement, ouais, en non, c'est effet. clair, c'est clair. Euh, et et après sur de la peinture, enfin tu peux faire des trucs hyper poussés. Tu vois aujourd'hui sur mes appartements, on essaye en déco de faire des choses un peu différentes. Avant je mettais du blanc partout, etc. On commence à rajouter un peu de couleur, un peu de motif, un peu de papier peint à certains endroits, tout ça pour améliorer le bien. Toi tu connais bien vu que tu fais des biens qui sont assez premium. Euh, et pour le moment, moi, je fais que de la coloc. Et du coup, voilà, on commence au 1er octobre, l'appart, il est quasiment prêt et déjà loué. Donc, je finis vraiment les derniers préparatifs avec les colocs qui ont déjà emménagé.
Euh, c'est pas une mauvaise chose. Si on reste sur les conseils, a priori, vous voyez même sur les derniers éléments d'ameublement et ce que vous pouvez apporter dans cette coloc, c'est vraiment eux, je leur ai dit en fait, vous me dites ce qui manque et moi je rajoute. Et du coup, sur les premières semaines, j'ai vraiment pu rajouter des choses. Tu t'imagines pas, est-ce qu'ils vont avoir besoin d'un appareil à raclette ou d'un toaster à croque-monsieur? Bah, c'est eux qui te disent s'ils en ont besoin ou pas. Et du coup, je me suis retrouvé à faire quelque chose je pense, de plus logique, quoi, en termes d'ameublement. Euh, et c'est un appartement, du coup, enfin, je loue les chambres à peu près 590 € Ok. à l'époque. Donc, ça me fait. Puis j'ai en plus un box que je loue séparément, donc je rentre 2 500 € par mois de loyer pour une OP à 200 000 où aujourd'hui j'ai 700 et quelques euros de mensualité. J'avais fait financer à 110%. Enfin, j'avais financé un petit peu moins, mais il y a eu un peu moins de travaux que prévu. Bref, des petits changements et j'ai surtout eu 3 ans de différé. J'ai commencé à payer mon crédit cette année. Et jusque-là, ça me faisait du coup un cash flow hyper confortable autour de 1 500 €. Est-ce que tu sens là aujourd'hui l'évolution du coût de l'énergie sur les consommations de tes colocataires? Ouais, complètement. Et ça, tu vois, c'est un truc, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais pas comme ça parce que j'ai vraiment voulu faire une expérience co-living sur ces colocations. Je leur ai tout mis. Il y a tous les abonnements, évidemment, les assurances, etc. Tout ce que je pouvais prendre à ma charge, je l'ai pris. La femme de ménage aussi qui passe. Et je me suis dit aussi, bah voilà, les charges, je les prends comme ça, il n'y a pas de ridule, il n'y a pas de forfait de charge, etc. Et aujourd'hui, je m'en mords un peu les doigts parce que j'ai des régules de plusieurs centaines d'euros, des 500, 600 € de factures de régule. Euh, et je pense que en plus, ça les pousse pas à économiser et à mettre le chauffage à 19. C'est ça. J'ai ma femme de ménage qui m'a envoyé un message pas plus tard qu'il y a 2 semaines et qui m'a dit Sorry Jeremy, elle est sri-lankaise, elle est hyper sympa. Elle me dit c'est pas mon rôle de te dire ça, mais je suis rentré dans l'appartement et c'est une fournaise. Le thermostat il est réglé à 25. Elle dit. Et tu Euh, as pensé à connecter du coup tout cet appareillage à distance? non, je t'avoue que j'ai pas passé le pas là-dessus, mais je pense que c'est pas très compliqué et ça doit être une bonne. Ouais. Ouais, c'est un bon truc que je devrais faire, carrément. T'as des modules, alors ça dépend des modèles de radiateurs et tout ça, mais c'est peut-être pas un mauvais investissement effectivement de connecter tout ça. Nous, on a l'habitude, parce que sur la location courte durée, c'est pareil, hein, autant te dire que les Ouais, mecs, ils partent et ils laissent les fenêtres grands ouverts et puis le chauffage à fond. Bon, alors même s'il y a des capteurs sur les radiateurs assez modernes, quand il y a ouais, trop d'air, ça se coupe, mais c'est bien parce que tu peux réguler. Pareil pour les pompes à chaleur quand on met des splits réversibles, chaud-froid, parce que quand tu as des apparts sous les toits, autant te dire qu'à Toulouse, il fait 40 degrés l'été, donc ouais. c'est chaud. Ben, on peut, pour éviter que le mec laisse la clim, on a des modules Wi-Fi dessus et tac, on connecte tout à distance. Et au moins, ça permet Ok, vraiment de contrôler. Et même, tu peux programmer et bloquer les commandes. Et ça, c'est super chouette, quoi. Voilà. ok. Ouais, tu peux l'éteindre et l'allumer à distance aussi. Ouais, ah ouais, ouais, tu peux tout faire. Tu peux tout Ok. faire et t'as ta Ouais, courbe d'historique de température et même de programmation et tout. Donc franchement, tu peux. Bon, c'est un peu trop Big bien. Brother, tu vois, mais tu peux suivre vraiment la conso des voyageurs. Et c'est pareil pour les colocataires. J'ai envie de dire, c'est même pire pour les colocataires parce qu'eux, ils sont là H24 tous les jours de l'année, Ouais. quoi. Et il y en a plusieurs. Donc t'en as Ah, forcément, je me le note. ouais, Ouais, t'en as forcément un sur les X en fonction du nombre de chambres que t'as qui n'en a rien à foutre, quoi, hein, qui lui va toujours mettre les trucs à fond, quoi. exactement. Mais après, c'est un petit investissement, ouais, mais c'est con effectivement de ne pas le faire au départ. Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, Ouais. c'est bien de le faire au départ et de le prévoir parce que ça va pas vous coûter beaucoup plus cher qu'un radiateur standard. Alors, si un petit peu quand même, peut-être le double. Mais franchement, vu la conso, quand tu parles de 500-600 € de conso d'élec, c'est chaud quand même, hein, par mois. Ouais, ouais, non, c'est énorme. Et en effet, j'ai eu tendance sur les premiers à essayer d'aller chercher le meilleur rapport qualité-prix, mais les prix les plus bas, tu vois. Donc jamais je vais mettre un radiateur, un grille-pain pourri. Il y aura forcément un peu d'inertie sur la chaleur. Mais en effet, tu trouves des petits radiateurs pour une chambre à moins de 100 €. Et s'il faut mettre 200 et pouvoir le programmer à distance, etc., ça me semble être une bonne chose, quoi.
Ouais, je crois aussi. Et puis surtout, là, quand c'est toi qui payes les factures, du coup, tu en as plus conscience que quand tu fais un appart C'est que tu clair. vas louer et dont la conso va être portée par le locataire. Où là, tu te dis, bon, c'est pas moi qui paye les legs, c'est pas grave. Mais On pouvait pas prévoir ce qui allait arriver sur l'énergie, tu vois. Je m'étais dit, aussi. bon, a priori, je suis pas, tu vois, je suis pas à 100 euros près là-dessus, si ça monte, machin. Mais en fait, ouais, là, c'est pas 100 euros, quoi. Non, c'est clair, ça va très très vite. Donc, bon, ça tourne du coup, depuis 2019. Ouais. Tu as eu du turnover un peu dessus? Écoute, j'ai une chambre qui est prise encore depuis octobre 2019. La personne n'est pas partie. Ça, c'est cool. Euh, donc, mais après, les trois autres, elles ont tourné une fois. Euh, donc, ouais, je suis sur une moyenne sur celui-ci à peu près 1 an et demi, je pense, sur ce qui est bien en coloc. Mmh. Voilà. Et je saurais pas expliquer pourquoi. Tu vois, la deuxième que j'ai lancée, j'ai un peu plus de turnover. J'en ai lancé pour des potes aussi. Je fais de l'investissement un peu clé en main quand j'ai des bonnes affaires qui arrivent et que je peux pas être financé en ce moment, que c'est pas le moment, bah, je les propose à des potes et je m'en occupe pour eux avec mon père. Et euh, et il y en a où vraiment j'ai des turnovers tous les 7 8 mois. Euh, alors, c'est souvent celles qui sont un peu moins bien aménagées, un peu moins premium, je pense. Tu te retrouves du coup à avoir des profils qui sont un peu. Moi, dans mes colocs, en fait, j'ai acheté à côté d'une résidence étudiante, enfin une résidence étudiante, un pôle universitaire, pardon, où il y a 14 000 étudiants. Euh, et, et j'étais un peu convaincu que c'est là que j'irais trouver mes locataires. En fait, il y a eu tellement de demandes que bah, j'ai accepté que des jeunes travailleurs qui sont plutôt des jeunes travailleurs qui bossent à l'est de Paris. Et du coup, ça me permet d'avoir des gens qui sont là pour plus longtemps, des personnes qui ont à peu près mon âge, ce qui fait que je trouve je communique très bien avec mes locataires en fait. Et il y a assez peu de monde qui a cette même relation avec son propriétaire. Voilà, évidemment, on se tutoie, on a WhatsApp, on se fait des blagues, on machin, et il y a une forme de confiance qui s'est créée avec les locataires parce que c'est des locataires qui ont entre 25 et 30 ans. Et, euh, et ça, c'est hyper agréable. Et du coup, dans les autres où certaines colocs qui sont un petit peu moins premium, et ben pour le coup, on a plus des stagiaires qui font des stages de 6 mois et qui te disent non, mais après, je vais me faire embaucher par la boîte, donc ça dure plus longtemps, mais ça se passe pas toujours comme ils l'imaginent. Et du coup, tu peux avoir des changements tous les 6 à 12 mois plutôt. Ouais, d'accord. Ok, ok. Et cette deuxième coloc que tu as faite après, tu l'as faite en quelle année? Et est-ce que tu as du coup toujours un rendement équivalent ou est-ce que du fait de l'augmentation un peu du marché, peut-être entre les temps d'achat, tu as baissé ton rendement? Ouais. Alors, l'appartement est un tout petit peu mieux. Je crois que j'ai 6 mètres carrés de plus. Le premier, il faisait 84, lui il fait 90. Il y a une terrasse en plus. Après, il est au rez-de-chaussée, il est un petit peu plus loin de la gare, donc franchement, c'est quand même des biens qui sont assez similaires. Et c'est exactement la même composition, une cuisine qui a été transformée en quatrième chambre, un des beaux espaces communs et des chambres autour de allez, 11 mètres carrés. Et, euh, et je l'ai payé 226, alors que le premier, je l'avais payé 168. Donc c'est clairement dû à l'augmentation des prix dans cette zone. Il y a vraiment pas photo. Et en C'était plus, quoi là bah, le mois d'achat? j'ai acheté fin 2021. J'ai signé en octobre, je crois, Ouais, donc 2021. plus de 2 ans après, quoi. Ouais, exactement. Bon, tout le monde s'est mis à faire des colocs autour de cette gare. C'est à force que j'en parle sur le podcast, peut-être, je sais pas. Mais- Tu du t'es coup, tiré non, une balle dans le pied, quoi. bah, en fait, du coup, j'ai fait investir plein de potes. Autour de cette gare, on a 30 chambres maintenant. Mmh. Et du coup, je me demande si on n'a pas on n'a pas une petite influence. Mais à la limite, tu vois, oui, alors c'est plus compétitif aujourd'hui. Mais si on a réussi à faire monter le prix de l'IMO, c'est génial aussi. Ouais, c'est bien. Ça, mais c'est Euh, bien quand tu en as beaucoup en stock. Parce oui, que c'est vrai. voilà. Donc là, j'en ai que deux. T'as raison, faut être le premier arrivé, t'en as beaucoup, et après, Quand tu dois acheter après, c'est toujours un peu plus compliqué. c'est ça. Mais Et après, faut être le premier à vendre. voilà, c'est ça. Les crypto-monnaies ou l'immobilier, c'est la même chose finalement. Ouais, ouais, voilà, il y a autant de risques. Ouais. Non, non, et du coup, on met quand même en place, là, on mutualise pas mal de choses sur la gestion. On met en place cette année des petites choses sur, voilà, même femme de ménage, personne qui gère les entrées, les sorties, et ça, c'est quand même bien pratique.
Euh, du coup, ouais, 226 000 euros, c'était un cabinet dentaire, donc autant te dire qu'il y avait du boulot. Et en plus, cabinet dentaire, pas des meilleurs cabinets dentaires, il était fermé depuis un moment. Du coup, on a tout retapé. On en a eu pour 25-30 000 euros, encore une fois, plus les meubles, et on sort à peu près quasi équivalent des chambres autour de 620 euros, parce que c'est un petit peu plus premium. On a mis des télés dans les chambres ou des deuxièmes écrans d'ordinateur sur les bureaux, etc. Et, et ça marche très bien. C'est un bien qui a été acheté en SCIS avec mon père, du coup, parce que c'était beaucoup plus difficile pour moi d'investir maintenant que à ce moment-là, j'étais entrepreneur, j'avais un bilan de société. Du coup, c'est très difficile de se faire financer. Mon père a pas le meilleur profil non plus. On était un peu deux canards boiteux à aller à la banque. Et au bout de la huitième ou neuvième banque, on a fini par trouver un financement et on a apporté tous les travaux. On a payé nous-mêmes. Ouais, et 25-30 000 euros de travaux, c'est vraiment pas cher quoi, par rapport à la surface quoi, hein. Ça revient vraiment à Ouais, 300 euros du mètre carré quoi. c'est que dalle. Ouais, c'est que dalle. Je suis bien conscient de ça. Ouais, ouais, non, c'est Euh, pas, on va dire, c'est pas représentatif de ce qu'on peut trouver sur le marché quand tu délègues tout quoi, où t'es plutôt 3 fois plus cher quoi. ouais, c'est ça. Je pense que si tu te débrouilles, que tu choisis toi-même les différents artisans, que tu es un petit peu là en suivi et tout, tu peux être à deux fois. Tu vois, là, je t'ai dit 25-30, c'est plutôt 30, je pense, en effet. Et allez, si tu gères tout, tu peux t'en sortir pour 60 000. Si par contre, tu t'y connais pas et que tu laisses quelqu'un faire, ouais, c'est 1 000 euros du mètre, et sur du coup 90 000, donc trois fois le prix, quoi. Eh ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, ça c'est pas du tout la même tête à la fin, hein, quand tu fais tes calculs et Non, sur ton fichier, c'est plus du tout la même quoi. complètement. Là, on sort du coup à peu près 1 000 euros de cash flow sur celle-ci, enfin, on peut pas vraiment parler de cash flow net, hein, c'est 1 000 euros de bénéfices plutôt sur la SCIS. Ouais. Et voilà, si on veut les sortir ensuite, c'est 15 plus, 15 plus 30 pour sortir ces revenus. Mais a priori, le but est plutôt de réinvestir par la suite. Ouais, et encore, comme tu as beaucoup de charges sur les premières années, tu peux même pas te payer trop de dividendes non plus, parce que du coup, la société Ouais, n'est pas forcément bénéficiaire, donc tu peux pas payer de dividendes sur une société qui est déficitaire, hein. c'est ça. Et puis en plus, ils m'ont annoncé une super nouvelle, la copropriété, c'est Ah oui, isolation j'ai et suivi ça. isolation et façade pour un joli chèque de quasi 30 000 euros. Donc, on va pas sortir de l'argent tout de suite de celle-ci. C'est le travers des grandes copropriétés comme ça, c'est que ça peut aller très très vite, quoi. Ouais, et pour le coup, tu vois, la première, elle est immense. Je sais pas combien il doit y avoir, 200, au moins 200 propriétaires. Et celle-ci, on doit être une trentaine. Mais je savais que c'était prévu pour les 10 prochaines années. Mais, euh, mais ils me rendent fou parce qu'ils veulent pas, on touche aucune subvention alors que le truc est mal isolé, va être mieux isolé, mais il sera pas assez mieux isolé pour bénéficier des subventions. Donc, évidemment, quand je montre les devis d'isolation à mon père, il dit mais que c'est Mmh. du vol organisé. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais bon, ouais, 30 000 euros pour un appart de 90 mètres carrés, où en plus il voulait isoler et refaire tout, sauf les deux murs des extrémités de cette copropriété. Évidemment, moi j'ai un appart sur une extrémité. Du coup, j'allais payer 30 000. J'allais payer 30 000 et avoir un gros trou sur le mur principal de mon appartement, tu vois. Ouais. Donc, faites bien gaffe quand il y a des quand il y a des travaux qui sont votés. Regardez que vous soyez pas lésés quelque part, parce que ouais, ça tire la couverture de son côté à chaque fois. Je sais pas si c'est à chaque fois, mais là j'ai l'impression que c'est assez mal géré. Et ça prend beaucoup de temps, donc moi je le passe pas ce temps, donc je vais payer quoi qu'il arrive, tu vois. Mais c'est un peu contraignant, quoi. Ouais, j'ai suivi un peu le truc et c'est vrai que c'est le travers des copros. Enfin, moi, j'ai déjà investi dans beaucoup de copros aussi. Bon, ben, il y a des AG où Ouais, ça se passe bien, des copropriétaires où ça se passe bien, des syndics où ça se passe bien, et puis d'autres où c'est plus compliqué, effectivement. Et à côté de ça, bon, là, c'est bien aussi parce qu'ils s'occupent de la copro pour le coup, hein, quand même. Enfin, finalement, ouais, ils initient quand même des travaux, de l'isolation. C'est important avec tout ce qui se passe vis-à-vis des DPE et tout. C'est bien de réisoler un peu les logements. Puis pour la conso aussi, hein, voilà. Parce que le DPE, c'est bien, mais ça correspond quand même à une conso réelle, hein, donc in ouais, fine, ça fait faire des économies d'énergie. Et puis il y a des copros où ben, il y a des mecs qui s'occupent absolument de rien. Et là, ben,
on a quand même des immeubles qui peuvent s'effondrer. On le voit dans les vieux centres-villes. On a vu à Marseille, à Ouais, Toulouse, c'est clair. voilà, il y en a. Donc, De plus en plus d'ailleurs, je sais pas les actus en ce moment, j'en ai vu passer, je sais pas si je m'y intéresse plus mais je vois beaucoup d'immeubles qui s'effondrent. Ouais. en fait, il y a quand même beaucoup d'immeubles qui sont passés en copropriété depuis les années 60 et Ouais, dans les vieux centres-villes, puisque, bah, il y a beaucoup de marchands qui ont racheté, qui ont mis en copro, qui ont divisé et cetera et foncièrement, bah, quand c'est en copro, on vient de le dire, hein, les gens sont jamais d'accord, n'ont jamais les mêmes intérêts et tout ça. Ils ont pas en fait, ils ont l'impression que l'entretien du patrimoine se limite au mur de leur appartement. Alors ouais, que finalement, l'entretien du patrimoine, c'est aussi la toiture de l'immeuble qui abrite leur appartement, même s'il est au premier étage, quoi. Et tout ça, ils s'en ouais. rendent pas forcément compte et ils sont pas prêts à payer pour ça, quoi. Et malheureusement, bah, le syndic peut pas forcer, quoi, à le faire. Il y a que la mairie qui peut mettre un arrêté de péril. Exactement. Et là-dessus, ouais, tu vois, le vote, pour le coup, c'est une erreur de ma part, hein, tu vois, j'ai même pas participé au vote pour voter ou non cette isolation, parce que c'était quelques jours après que j'ai signé, et il y avait 1000 mails d'historique à suivre parce que personne n'était d'accord, et des centaines et des centaines de pages de projet. C'est un projet à plus, je sais pas, 700 ou 800 000 euros sur cette copro. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, s'ils jugent finalement que ça vaut le coup de le faire, bah, je vais les laisser gérer. Ils connaissent mieux cette copro que moi et je paierai quoi qu'il arrive. Et là où je me suis un peu fâché, c'est quand ils m'ont dit, bah, on bénéficie d'aucune subvention parce qu'en fait, on va même pas gagner une lettre. Et je leur ai dit, bah, en fait, si on gagne pas une lettre, bah, autant, je sais pas, autant faire plus de travaux, j'en sais rien, faites quelque chose. Mais Ou ne faites rien, parce que s'il y a pas ouais, d'intérêt, c'est ça, soit tu fais rien, soit tu fais un truc correct, quoi. ouais. Et du coup, ouais, voilà, mais bon, ça va passer. C'est encore une fois, je suis très content d'être parti sur un bien que je connais bien ce marché. Je sais que ça continuera à être loué. Je sais que la renta elle est bonne. Parce que sans ça, j'aurais vraiment dû bah, mettre de ma poche, quoi. Donc là, tu as pris double peine quand même sur celui-là, parce qu'au au final, tu l'as payé plus cher. Tu prends tu Ouais. prends en plus Tu vois, j'étais sûr, j'étais vraiment sûr parce que le premier, je le fais en amateur complet. Vraiment, j'en dors pas la nuit. Je me dis, mais est-ce que je fais pas une connerie, tu vois? Et tout le monde me dit en plus que je suis en train de faire une connerie autour de moi, hein, que ce soit mes ouais. potes d'école ou même mes parents. Finalement, ils sont pas non plus hyper chauds. Ils sont contents que j'investisse un peu, mais eux, ils ont jamais fait ça. Tu vois, ils ont acheté des petites surfaces qu'ils louent en longue durée, en location nue. Et à des prix hyper bas, comme ça ils sont sûrs que les gens y restent pour 20 ans, ce qui est le cas d'ailleurs. Et bon, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée. Après, ils ont pas pris les crédits au même moment que nous, donc c'était un peu différent. Et surtout, et du coup, ouais, j'avais très peur, mais j'avais une conviction, c'était en fait le deuxième, il sera forcément meilleur que le premier. Et tu vois, c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, souvent, je suis pas le premier. J'ai plusieurs invités qui me disent que en fait, bah, petit à petit, ils font des trucs un peu moins rentables, un peu moins cash flow positif. Ouais, puis tu es moins regardant en fait parce que ça devient plus automatique et facile. En tout Oui, cas, tu penses et c'est vrai que moi je le dis souvent là encore je le disais à Sabrina, cette semaine ou la semaine dernière, peu importe. Du coup, je lui disais, effectivement pour moi, j'achèterais le truc. Par contre, je ferais pas acheter ça à un client. Alors que tu vois, moi, je ouais, prendrais le risque en fait, parce que je me dis: «OK, bon, c'est bon» et puis au pire dans le parc, c'est pas très grave, tu vois? Si ça ouais, pète un peu. Mais un client, jamais, qui me paye pour l'accompagner et voilà et lui éviter de faire des conneries, jamais je lui ferai prendre un risque que moi je pourrais prendre en fait. Voilà, parce qu'on n'est ouais, pas au même stade ouais, d'investissement et autres, c'est quoi. ça. Et c'est vrai que franchement, on est moins regardant. Nous, on achète des trucs, il y a une boîte de nuit au rez-de-chaussée, pas de problème, on s'en fout. Voilà. Enfin, voilà, pourquoi? Parce qu'on en a déjà acheté 3 ou 4 où il y a des boîtes de nuit et qu'on sait qu'en fait, c'est pas un problème, c'est juste un problème sur le papier Ouais, et c'est un avantage pour acheter parce que finalement, personne veut acheter. Donc au final, pour nous, c'est un avantage et in fine dans l'exploitation, c'est pas une problématique. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais l'exemple du kebab ou du tacos, c'est plus problématique quand même, attention, mais voilà, parce que ouais, je pense. voilà. Ouais. Là, au-delà de la fréquentation, où il y a du flux, hein, comme, avec les livreurs, les machins et cetera, tu as les odeurs et là, si c'est mal fait et c'est souvent mal fait en centre-ville, c'est plus problématique. Ouais, sur la boîte de nuit, le sujet du coup c'est le bruit, mais tu te dis si en gros t'isoles bien et puis de toute façon c'est que le soir, c'est ça la manière dont tu Bah, gères ouais. le truc.
Bah, de toute façon, je vais dire, le bruit, en fait, s'il est problématique, le mec, au bout d'un moment, il sait qu'il va dégager. Donc, en fait, la boîte, elle fait Ouais, absolument tout, parce qu'on peut demander à la mairie, qui lui donne une interdiction, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais interdiction d'exercer, heu, parce que ça fait trop de bruit et que ça cause trop de nuisances, hein. ouais, Donc, si le mec, il exerce plus, il a plus de cash et sa boîte, elle ferme, quoi. Donc voilà, on est en train d'en faire fermer une d'ailleurs, là, ça fait 2 ans et demi qu'on est en procédure. Elle est au rez-de-chaussée pour le coup, mais finalement, elle est en sous-sol, pardon, mais l'entrée se fait par le rez-de-chaussée et par la cour de l'immeuble sur lequel donnent des appartements. Et c'est dans un OK, immeuble qui est de 1520, c'est un hôtel particulier, tu vois, il y a du cachet en plein centre-ville. Et, euh, et là, pour le coup, il y a des propriétaires occupants dans l'immeuble. Là, c'est plus problématique. Tu as un vigile dans la cour, les mecs qui sortent, ils sont bourrés, ils gueulent. Nous, on fait du Airbnb, on se prend des sales commentaires. Donc là, tu vois, on a mis une procédure et là, on va les dégager. Mais ça prend 3 4 ans, quoi. Voilà, parce que les mecs, ils font ouais, appel, c'est toujours compliqué. Et puis en plus, toi, tu peux pas dégager lui. Tu dois te retourner vers le propriétaire du local qui, lui, doit dégager son locataire. Sauf que le OK, propriétaire, c'est pas dans son intérêt. Lui, il prend 3 4 000 balles de loyer, il fait rien c'est parce que clair. voilà, c'est l'avantage des locaux commerciaux, c'est que tu fais rien, hein, c'est l'exploitant qui fait tout. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Nous, ça nous a pas empêché de l'acheter. J'en parle dans mon bouquin d'ailleurs. On l'a acheté moins cher. On l'a acheté en connaissance de cause. On savait qu'on allait pouvoir le sortir parce qu'il était dans l'illégalité d'exercer ça. Bon voilà, mais jamais je ferais acheter ça à un client. Le client va me dire, mais t'es malade ou quoi? Tu m'as fait acheter Ouais, un truc de ouais, c'est fou, trop de quoi. problèmes, Je suis pas mais prêt, moi, je dors pas. finalement, vaut mieux acheter ça en connaissance de cause à un prix inférieur en se disant qu'en plus, le jour où il part, où tu arrives à le faire partir, bah, en plus, ton appart, il prend de la valeur que d'acheter en face d'un local qui est vide et qui, franchement, est hyper bien adapté pour faire une boîte de nuit Ouais. et tu te retrouves à l'acheter au prix fort et en fait, après, il s'installe et ça, c'est différent. Je comprends bien la Ouais. stratégie boîte de nuit, je la connaissais pas encore, tu vois, donc Alors c'est pas intéressant. c'est pas une stratégie en soi, hein, on n'a pas mis un Ouais, filtre sur, Le Bon Coin, boîte de nuit, mais parce que peux te dire que les vendeurs se gardent bien de dire qu'il y a une boîte de nuit dans l'immeuble quand ils vendent, donc c'est j'imagine, ouais. difficile à trouver. Mais ouais, ouais, non, c'est le hasard des recherches qui a fait que. Et puis surtout des négos qu'on a pu faire sur ce genre de bien qu'on n'aurait jamais fait ailleurs, donc voilà. Et in fine, on loue quand même au même prix à la nuit, sur le Airbnb. Et puis quand on fait de la location longue durée, les mecs, nous disent: «Non, non, la boîte de nuit, pas de problème en fait, hein». Voilà, pas de Tu nuisance trop de particulière. clubbers, trop de clubbers Ouais. à Toulouse. Ouais, 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 et c'est vrai que c'est une ville très étudiante, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, Ouais. beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, ouais, c'est vrai que ça fonctionne pas mal le milieu de la nuit. Bref, parenthèse refermée, donc il te faut en acheter un troisième du coup pour, rattraper ça, c'est ça? Ouais, exactement. Exactement. Et là, j'aimerais bien pour le troisième, j'aimerais bien tester la courte durée, j'en ai pas encore. La coloc, tu vois, j'ai fait le tour. J'ai un appart qui vient de se présenter, qui ressemble, c'est exactement le même que le deuxième, dans la même copro d'ailleurs. Donc, du coup, en plus, je pourrais l'acheter moins cher que ce que je l'ai acheté, parce que là, le truc a été voté, etc. Bon, c'est un autre sujet. Et, euh, et franchement, je crois que je vais pas, tu vois, je vais pas y aller. Je préfère essayer de tester quelque chose de nouveau, parce que les auditeurs après ils vont me dire c'est bon, tu as déjà raconté le truc 3 fois, donc pas d'intérêt. Donc j'aimerais bien faire de la courte durée, peut-être pourquoi pas un petit immeuble de 3 4 apparts où je mets la moitié en courte durée, ça me plairait bien, avec une strate 1 heure et demie de Paris en transport, histoire de pouvoir y aller comme une fois de temps en temps. Et là, en déléguant vraiment le chantier, en laissant mon père tranquille, c'est le projet. Ah ouais, je comprends totalement. Je comprends totalement. Bon, c'est cool de se diversifier, tu as bien raison, je pense. Et ça fait une transition toute faite sur la diversification des business. Euh, bon, on en a parlé, tu as un podcast qui tourne quand même pas mal. D'ailleurs, tu es hyper transparent sur tes audiences et sur tes chiffres et tout ça, ça c'est cool. Parce que tu vois, moi qui ai démarré en début d'année sur le podcast. Alors d'ailleurs, j'en ai pas parlé au début, mais non seulement tu m'as inspiré sur le podcast à créer Money Tree, mais tu t'es aussi chargé, puisque tu as une boîte qui accompagne des boîtes dans la création finalement de médias audio et de création de podcasts, qui s'appelle Echoes Studio. Exactement. Tu pourras nous en parler, mais c'est vous, avec Echoes, qui avez fait l'intro notamment et l'outro du podcast. Alors avec ma voix, hein, vous n'avez pas imité ma voix, mais c'était... voilà. Et, On fait pas ça encore. voilà. Mais tu sais qu'il y a des logiciels qui le font. Ah Il y a ouais? des logiciels qui le font, notamment Descript. Mais ça marche bien en anglais, mais en français ça marche pas encore. Mais en fait, en post-production, donc nous on fait tu vois, on gère le mixage, la post-production d'épisodes.
Et sur des épisodes en anglais, si le gars il dit 66 000 euros et qu'en fait c'était 22 500, bah tu changes le texte et ça change la voix, quoi. Ah ouais, putain, dingue. Ça c'est assez fou. Et en plus ça marche bien, quoi. Franchement ça marche bien. Et j'ai hâte que ça arrive en France parce que de temps en temps, surtout quand j'enregistre des épisodes solo, c'est assez rare. Mais et le truc pour le coup, ça vaut le coup de pouvoir faire un petit changement rapide directement via le logiciel, quoi. Ouais, plutôt que d'aller réenregistrer un bout, de le recaler. C'est... Ouais, exactement. Ouais, ouais. Je connais. Mais ouais, voilà, du coup, bah, c'est vous qui avez fait l'intro et l'outro, donc ça, c'est plutôt cool. Tu peux nous parler de cette activité autour du podcast, à la fois Echoes et puis à la fois ça fait un bail? Ouais, ouais, complètement. Bah si je reprends de manière chronologique, à la fin du premier projet, je me dis, OK, coloc de 4, ça marche bien. Je vais me faire une coloc je vais me faire un grand co-living. On s'est lancé sur un projet 24 chambres avec mon père, une construction à Noisy-le-Sec. On avait signé pour le terrain et je la fais courte. Je l'ai déjà raconté sur d'autres podcasts, mais en gros, le Covid arrive, on perd les financements. Euh, J'arrive pas à avoir ma lettre de refus parce que j'avais re-signé un nouveau compromis. Je baisse le terrain de deux, je le divise par deux avec l'arrivée du Covid, donc c'était encore une meilleure opportunité. Un projet à quasi 20% de renta. Enfin, c'était vraiment très fort. Mais voilà, trop de risques, des financements compliqués, on finit par lâcher le truc. Et là, j'ai un peu cette descente où je me dis, ok, bah déjà, je vais repartir sur des trucs plus petits en IMO, mais surtout, j'ai envie d'un truc plus light. On était dans ce monde Covid où on n'était pas trop sûr de ce qui allait se passer pour le marché IMO notamment. Et je me dis, le podcast, c'est cool, tu peux faire ça de chez toi. J'adore en écouter. Il y a encore pas beaucoup de marques qui se sont lancées. Donc je lance Echoes Studio avec cette idée d'aider des marques à transformer de l'écrit en audio. C'est mon premier c'est le premier truc que j'envisage. Et en fait voilà, on signe bon, là j'ai un associé qui se fait un peu il se fait pas vraiment virer, mais on lui dit bah écoute, soit tu vas gérer une usine de recyclage de plastique en Pologne, soit tu vas devoir partir, quoi. Et lui, il faisait déjà un peu de voix off, il adorait le son et tout, donc et on a toujours bien bossé ensemble en école, donc on s'associe, on lance cette boîte, on fait quelques articles du coup de blog qu'on transforme en audio pour des clients, mais c'est très chronophage et finalement on sort pas beaucoup de bénéfices sur ces OP. Par contre, énormément de marques, mais vraiment 90% des marques avec qui on parle, elles envisagent de lancer leur podcast ou elles s'intéressent à ce nouveau canal d'acquisition. Et on se dit, OK, bah, on va aider des marques à lancer leur podcast avec un principe assez simple. On installe un studio chez toi. Euh, c'est un peu Mathieu Stéphanie chez Cosa Vostra qui m'a inspiré là-dessus, où vraiment il a des micros dans quasiment toutes ses salles de réunion. Ça n'empêche pas d'utiliser cette salle, mais tu peux du coup créer du contenu audio facilement à partir de ça. Euh, et du coup, on installe le studio chez nos clients, on les conseille sur le positionnement, le lancement du podcast, on leur donne même des sujets qui pourraient être intéressants, on fait un petit benchmark de l'industrie et de tout ce qui peut être fait pour percer sur cet écosystème-là. Ils enregistrent, nous on récupère les épisodes, on en fait du coup un podcast professionnel qui est diffusé sur toutes les plateformes et des tas de petits contenus, Instagram, TikTok, newsletter, LinkedIn qui peuvent utiliser pour communiquer sur leur activité. Voilà un petit peu notre activité. Quand on lance ça, on avait vraiment pas beaucoup d'expérience en podcast. Donc c'est la genèse de ça fait un bail, c'est ok, on va lancer un podcast sur mon autre passion qui est l'immobilier et ça va être vraiment notre labo pour tout apprendre en termes de croissance de podcast et ensuite pouvoir l'appliquer à nos clients. Ok, chouette. Bah, c'est une belle histoire. Je crois qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien, puisque du coup, c'est ton activité principale, finalement. Ouais, Le Echoes plus, ça fait un bail. exactement. Et sur ça fait un bail, tu peux nous parler un peu de l'historique rapidement, parce que quand est-ce que tu l'as fondé? Quand est-ce que ça a vraiment pris? Est-ce que tu as vu vraiment un tournant à un moment Ouais. donné? On commence en septembre 2020. Ça fait un peu plus de 2 ans. C'est une croissance qui est plutôt, une petite exponentielle. C'est pas vraiment linéaire, mais voilà, chaque mois c'est meilleur tu vois, je pense que depuis là sur les 6 derniers mois, on a doublé les audiences. C'est fou. Donc
Donc on a pris un peu plus d'un an et demi, tu vois, à faire 20 000 écoutes. Et là, on a pris 6 mois à faire 20 000 de plus. Donc aujourd'hui, on est à 40 000 écoutes. Donc il y a vraiment un moment où ça décroche. C'est plus, je dirais, par palier qu'une vraie exponentielle. T'as des moments où tu fais une grosse acquise sur un mois et ensuite ça redescend pas, quoi. C'est ça qui est vraiment cool sur le podcast. C'est un principe de cumul et d'exponentiel comme on peut l'avoir en finance, où finalement, quand tu as un invité, un auditeur qui découvre ton podcast, eh ben, il va écouter souvent une grande partie de tes épisodes. Et si t'en as, si t'as 10 épisodes sur ton podcast, bah, il va te faire 10 écoutes, cette personne. Et si t'en as 95, il va te faire pas loin de 95 écoutes. Et ça, c'est ça qui crée vraiment cette exponentielle. Ouais, totalement. C'est comme tu le dis, tu voulais le dire, mais tu l'as pas dit, mais comme les intérêts composés, effectivement, Comme les intérêts sur, composés, j'ai le euh, mot qui a quitté mon cerveau. comme, comme les intérêts composés quand on investit en bourse, effectivement, c'est un Ouais. effet cumulatif. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, chouette. Comment tu choisis tes invités sur le podcast? Écoute, c'était vraiment, je m'étais fait une liste et c'est ce que je conseille à n'importe quelle personne qui lance son podcast, c'est, tu commences, évidemment tu as un sujet un peu passion, il faut être prêt à passer des dizaines ou des centaines d'heures à en discuter avec les plus grands experts de la place en plus, donc c'est quand même hyper confortable et tu te fais une liste d'une cinquantaine de sujets. Ensuite, tu essayes de mettre des invités en face, de trouver les personnes qui te semblent le plus expertes sur le sujet. Ce qui fait que j'ai quand même beaucoup d'invités qui sont un peu influenceurs IMO ou qui ont des programmes d'accompagnement ou qui sont des professionnels de l'immobilier, parce que c'est eux qui communiquent le plus sur ces sujets. Donc voilà, ensuite je vais les chercher sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. C'est comme ça que j'ai démarré. Et de plus en plus, j'arrive à trouver des profils vraiment par recommandation, soit de la part de mes invités, où je dis en fait, ouais, j'aimerais bien trouver quelqu'un sur tel sujet. Et quand tu discutes avec quelqu'un qui a 20 ans d'immobilier dans les pattes, bah, il a plein de conseils et plein de personnes intéressantes à te recommander. Je fais des petits appels sur le podcast aussi. Tu as des auditeurs qui me disent, va parler à Jean-Marc, il a fait 300 opérations, il a 300 appartements en subvention, en subvention ANA, OPA, etc. Je lui dis, ouh là, celui-ci, il vaut le Ouais. coup. Et ensuite, tu te bats pour essayer de l'avoir et qu'il te raconte un peu tous les secrets de ce truc. Et souvent, c'est étonnant, c'est pas les épisodes qui font le plus d'écoute. Le plus d'écoute, c'est souvent des personnes un peu médiatisées. Ouais, Mais ouais. quand tu vas trouver quelqu'un tu vois, qui parle d'un truc où l'info, elle est pas sur Internet, tu vois. Tu, Ouais. tu sais pas comment faire pour, typiquement, vraiment, je le reprends parce qu'en ce moment, c'est un sujet d'actu, mais la réno énergétique, comment tu fais pour multiplier les opérations et te faire rembourser 75% de tes travaux? C'est un truc que tu peux chercher sur Internet, tu vas pas trouver, quoi. Ouais, puis en plus, c'est chiant, c'est de la paperasse et tout, donc les gens, en fait, ils zappent vite cette information sur C'est internet, ça, même si elle est là, quoi. Elle est accessible, l'information, exactement. mais ils vont pas la chercher parce que c'est un peu lourd, c'est un peu lourd à expliquer, à vulgariser et tout. Ouais, je Ouais, suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et c'est pas forcément ceux qui sont les plus visibles qui ont le plus de substance à partager, hein, souvent. C'est comme ça, mais aussi. voilà, il y a vraiment l'investisseur et il y a le marketeur, quoi. Et après, il y en a qui font très bien les 2, ça, c'est clair, et puis il y en a qui sont très marketeurs et d'autres qui sont très investisseurs et donc du coup, ceux-là, il faut aller les chercher parce que forcément, ils sont pas très visibles, quoi. Exactement. Et c'est pas un sujet où c'est le plus simple, tu vois, tout le monde parle pas de son patrimoine immobilier. Mmh. Euh, j'ai un sujet, tu vois, là, pour vraiment faire grandir, essayer de passer à l'étape suivante. Ça fait 2, 3 mois que je suis à 40 000 écoutes et que je stagne un peu. Donc, à chaque fois que j'ai une petite période de stagnation, je te disais, c'est des escaliers. Mmh. J'essaye de trouver. Là, j'aimerais m'ouvrir un peu plus grand public, mais sans me mettre à raconter des trucs bateaux, parce qu'on essaye de rester quand même dans des trucs assez expertise. Mais il y a beaucoup de choses autour du mindset qui sont intéressantes à présenter. Et tu as des personnes encore plus connues, mais genre vraiment du grand public. Parce que demain, t'as un Tony Parker sur le podcast qui te parle de ses investissements immobiliers, tu vois. Là, tu t'ouvres à toute une nouvelle frange de la population. Et c'est quelque chose qui est atteignable et faisable, tu vois. Le podcast, c'est même dès le début, j'ai réussi à avoir des invités et rencontrer des personnes que je pensais jamais pouvoir rencontrer.
Et c'est vraiment une des magies, une des forces du podcast, c'est vraiment ces rencontres que tu peux faire, quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que, bah, moi j'ai reçu, Sébastien Chabal, sur le Et podcast, ben voilà. du coup, Mmh. sur l'épisode 7, mais comme si tu veux bon le podcast était naissant et en plus franchement je m'en occupe vraiment que depuis septembre parce que même si je l'ai lancé en début d'année, je t'avoue que je me suis pas du tout occupé. Donc là maintenant je suis Ouais, vraiment beaucoup plus régulier, avec un épisode par semaine depuis septembre et c'est ce que je vais faire sur 2023. Donc c'est super intéressant l'épisode parce qu'effectivement, il nous parle de sa carrière, je le questionne sur tu vois, comment il a préparé son après-carrière justement. Et en fait, c'est un hyper entrepreneur et investisseur, Sébastien Chaval. C'est pas juste un mec qui s'est plaqué des Néo-Zélandais. ouais, Et, mais tu vois, j'ai très peu d'écoute finalement Enfin, c'est pas l'épisode avec le plus d'écoute. Et puis, comme le podcast n'est pas forcément très connu, bah, du coup, c'est dommage parce que je trouve qu'il y a un contenu qui est hyper quali là-dessus, d'un mec qui ne parle absolument jamais de ça dans les médias, parce que c'est hyper personnel, hein, le patrimoine, etc. ouais, Là, il en parle très ouvertement parce qu'on était dans le sud du Portugal, tranquille tous les deux, tu vois, enregistrer ça à l'arrache, comme ça ça. va. Voilà. Et à l'arrache, on a décidé ça la veille au soir, tu vois, on a fait le truc. Donc on discute, quoi, et ça intéresse plein de gens. Mais j'ai pas l'audience suffisante pour que justement avoir suffisamment de personnes, si tu veux, qui écoutent ça, quoi. Voilà. Et c'est dommage. Tu soulèves un vrai point du podcast où en effet, la viralité du podcast, elle n'existe pas, où j'ai jamais vu en effet un podcast qui décolle d'un coup grâce à un épisode, alors que sur YouTube, par exemple, tu peux avoir une petite chaîne YouTube et un jour faire le bon titre, le bon invité, la bonne vignette, et boum, Mm. tu fais 100 fois ce que tu as fait sur ta vidéo précédente. Sur le podcast, a priori, j'ai jamais vu ça. Alors, j'ai vu des podcasts qui grandissaient beaucoup plus vite que d'autres. Ça, c'est une certitude. Mais moi aussi, tu vois, en effet, j'ai eu le fondateur de Big Fernand, par exemple, Ouais, au lancement du j'avais podcast. écouté. Ouais. Mm. Franchement, trop de valeur. Il y avait le gars, enfin, c'est lui qui vend le plus de burgers en Europe à ce moment-là. Et pareil, j'étais un peu genre, ouah, ça va faire décoller le truc. Je vais trouver 1000 personnes de plus. Et non, en fait, bah, d'habitude, je faisais 500 écoutes et là, j'ai fait 600, tu vois. Ouais, ouais. Tu te dis, merde, en fait, ce truc-là, il mérite 60 000, pas 600, tu vois. Ouais, c'est fou. Et tu vas pouvoir, je pense, probablement que cet épisode, je pourrais le relancer aujourd'hui, peut-être, tu vois, et le remettre sur le devant de la scène. Et en fait, ça marche assez bien. Tu peux recycler pas mal de contenu aussi sur le podcast. Donc, l'épisode de Chabal, t'inquiète pas, il sera écouté. Déjà, faut savoir un truc sur le podcast, c'est que, on le disait avec le podcast de Bruno, en fait, bah, chaque épisode, chacun de mes épisodes sont écoutés, même les premiers, au moins 15 fois par jour. Ouais. Finalement, c'est vraiment pas rien, tu vois. J'ai fait un épisode avec Nadim de Livre Épée où je laisse un code. Bah, si vous investissez sur Livre Épée 100 euros, on récupère 10 euros chacun. Et j'ai 10 euros par semaine qui tombent, tu vois, sur sur ma petite app. Je suis là, ah ok. Et c'est comme ça que j'ai réalisé. J'étais jamais allé regarder en fait combien mes anciens épisodes ils faisaient. Et je me dis, mais attends, mais d'où ça sort ces trucs-là? Et en fait, je regarde, ouais, bah, cet épisode, il est écouté 15 fois par jour. A priori, j'ai une conversion d'un sur 15 sur ce truc-là, tu vois. Et Ouais. j'ai même pas essayé de le pousser, vraiment, je lâche le code comme ça à la fin de l'épisode. En plus, il faut vraiment être arrivé au bout du bout. Et, euh, et du coup, c'est un vrai plus, quoi. Et voilà. Bon, après, il y a plein de techniques aujourd'hui où tu peux peut-être faire décoller avec de la presse. Si tu es très fort en presse, je pense que en relation presse, tu peux peut-être faire décoller un podcast de manière plus rapide. Il y en a qui s'associent directement avec un journal, par exemple. Tu t'associes avec un journal sur l'investissement, par exemple, dans chacun de leurs dans chacun de leurs en digital comme sur le papier. Bah, en fait, tu as une petite chronique, par exemple. Ça c'est un très bon moyen de le faire. Mais voilà, faut savoir, faut connaître ce monde de la presse pour que ça marche, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, et puis il y a la patience aussi, hein. La patience, c'est bien. Ouais, Faut du temps, comme partout. Moi, c'est vrai que l'immobilier, tu vois, ça m'a appris à être un peu patient parce que je suis un hyper impatient. Et l'immobilier, ouais, il y a tellement d'inertie en France dans l'immobilier que tu vois, c'est ça m'a long. appris la patience. Donc je me dis, allez, bon, voilà, j'attends. Puis le fait d'avoir de multi activités aussi, ça permet voilà, de pas être dans l'attente d'un seul truc. Bon, voilà, je me dis, c'est cool. Puis de toute façon, franchement, je m'éclate à faire ça, tu vois, à recevoir des mecs comme toi qui ont de la bouteille sur la partie justement podcast, c'est hyper intéressant, qui ont fait de l'IMO, qui ont rencontré plein
plein de gens du monde de l'investissement immobilier. Donc ça, c'est super, tu vois, super enrichissant. Et puis des mecs effectivement comme Chabal, et puis d'autres qui sont beaucoup moins connus, et puis voilà, qui ont fait toutes sortes de choses. Donc ça, moi je m'éclate à faire ça aussi, ça m'enrichit moi-même. Et puis je sais pas, effectivement, aujourd'hui ça me rapporte pas un copec, mais franchement, tu vois, ça m'enrichit autrement, Intellectuellement, quoi. je pense Ouais, que, voilà. en fait, il y a un vrai truc. Alors, faut être client de son propre podcast. Tu vois, Mm. faut créer un podcast où tu te dirais, moi, j'aurais envie de l'écouter. Je refuse d'accompagner des gens quand ils me disent que c'est pas le cas. Tu vois, Mm, quelqu'un qui me mm. dit, moi, j'écoute pas de podcast. Enfin, je suis pas suffisamment passionné vraiment, mais je me rends compte que c'est un super canal d'acquisition. Aujourd'hui, je refuse de l'accompagner parce que je sais de toute façon que ça ne durera pas. Euh, ce temps, ça demande du temps. Tu vois, quand tu es mal accompagné, tu vas prendre 2 3 jours. Quand tu es bien accompagné, tu peux prendre 2 3 heures pour lancer pour un épisode de podcast. Mais en fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie de consommer du contenu sur l'immobilier. Et tu vois, de temps en temps, je vois un super invité. Tiens, lui, il a l'air d'avoir des trucs intéressants à dire. Je sais pas, Julien sur le marchand de biens. Je vois que tu es passé sur un autre podcast pour en parler. Je vais play le truc et je me dis, en fait, non, je vais pas le play. Je vais juste le contacter et on va faire un Ouais, épisode. Et ça va me prendre le même temps que si j'avais écouté cet épisode, tu vois. ouais, Et ouais. en plus, j'aurais créé du contenu de mon côté. J'aurais posé des questions qui étaient complètement alignées avec ce que je recherchais, ce que je voulais. Je passe un bon moment. Du coup, moi honnêtement, je prends presque un jour par semaine à m'occuper de ce podcast aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression de les passer en fait. Ouais, mais moi c'est pareil. Moi aussi, je passe beaucoup de temps. Tu vois, là, j'ai dû virer Sabrina du bureau pour être tranquille pour enregistrer. Voilà, donc elle le voit un peu plus passer le temps que je dédie au podcast. J'imagine. Mais effectivement, voilà. Et d'ailleurs, j'ai une idée qui me vient, Jérémy. Tu me dis en live, je couperai si jamais c'est pas bon. Mais Ouais. tu me dis en live, Non mais est-ce que tu penses que les épisodes qu'on a fait ensemble sur ton podcast, je pourrais les reprendre sur mon podcast à la suite d'une autre là? Tu vois, je me dis ça peut être ouais, intéressant pour il y les a pas de auditeurs il y de a pas de boucler la souci. boucle. Aucun problème, on fera ça. Il y a Bon, pas de cool, problème. cool. Du coup, j'introduirai un peu le truc, effectivement, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, hein, le générique, ça fait un bail Ouais, au milieu de Money Tree, mais c'est ouais, c'est ça. chouette. Je pense que ça peut permettre aux auditeurs, effectivement, de se rendre compte de tout ce qu'on a discuté là depuis le début, et de la genèse un peu du truc, et de comment on s'est connus, quoi. Ça peut être cool. Donc Exactement. Et voilà. puis de toute façon, il y aura il y aura ton troisième passage sur ça fait un bail, vu qu'on se fait ça tous Ouais, les 6 mois, un voilà, an. voilà, c'est ça. Avec, avec plaisir. Surtout que, ouais, ouais, bah écoute, il y a pas mal de changements, comme tu sais, voilà, de mon Ouais. côté. Mais Bah, je sais pas bon, tout justement, donc ouais, tu sais pas tout, c'est vrai. Tu sais ouais, pas tout. T'as vu des trucs, mais tu sais pas tout. ouais, Ouais, ouais. Écoute, comme tu le dis souvent dans tes épisodes, on arrive à l'heure d'enregistrement. Donc, ouais. du coup, du coup, c'était très chouette. On a parlé d'IMO, on a parlé du podcast, on a parlé d'entrepreneuriat, de quitter le salariat aussi et de se lancer. Donc, ça, c'était intéressant avec Ecos, notamment le studio sur lequel tu accompagnes les marques pour créer des podcasts. Donc, c'est chouette. Tu peux nous donner des exemples d'ailleurs de marques que tu as accompagnées et de podcasts que vous avez créés avec Ecos? Ouais, bien sûr, on a créé des podcasts, le podcast La retraite à 40 ans qui est assez connu, on l'a accompagné sur le lancement et sur la post-production. Euh, il y a des podcasts, on a lancé le podcast de Stoic, qui est une assurance cybersécurité, euh, c'est une boîte hyper chouette, qui a, je pense, un bel avenir parce que assurance cyber pour des boîtes d'une certaine taille, je pense que il y a des chances que ça devienne une obligation un jour et ils sont très bien positionnés, ils ont un super logiciel autour de ça. Et en fait, souvent j'identifie une opportunité au début et après je cherche le client pour lui vendre le projet. Et là, c'est comme ça que ça s'est passé. Je regarde, je tombe sur un top 100 des podcasts cybersécurité, mais aux États-Unis. Je Mhm. me dis, d'où il y a 100 podcasts sur la cybersécurité C'est déjà? clair. C'est Genre, c'est comment ils font? que des Et, geeks. exactement. Et en fait, je regarde et il y en a, ah ouais, il y a les 100 meilleurs et après, il y en a encore 200 ou 300 autres, quoi. Et je regarde en France, il y a 3 podcasts qui se battent en duel sur la cybersécurité et le contenu est vraiment bof. Mhm. Et du coup, bah, c'est là que du coup, je contacte Stoic, je leur dis, il y a une belle opportunité ici. Et du coup, ça s'appelle Le Monde de la Cyber. Franchement, très sympathique comme podcast. Il y a un autre podcast qui est lancé par mon associé qui s'appelle The Big Shift sur la transition écologique.
qui marche bien aussi et on se rend compte d'ailleurs qu'on a des croissances il s'est lancé un peu plus tard, mais on a des croissances qui sont assez similaires. Nos courbes de croissance, elles se suivent. Euh, donc aujourd'hui, il est à peu près 16 000 écoutes par mois avec The Big Shift sur un sujet qui est sa passion aussi, où il apprend énormément et les gens le suivent et je pense qu'il reçoit encore plus de messages que moi, etc. C'est un truc qui est très grand public et d'ailleurs je pense que même en termes d'audience, il peut aller même beaucoup plus loin que ça fait un bail sur le nombre d'auditeurs. Ouais, c'est plus niche. Ça fait un bail, c'est Ouais, plus niche. Ouais. exactement. Et alors par contre, c'est plus difficile c'est un produit qui est plus difficile à sponsoriser que ça fait un bail. Hmm. Aujourd'hui, ça fait un bail grâce aux sponsors. On arrive à générer 4-5 000 euros par mois de sponsoring parce que j'ai des investisseurs immobiliers, des professionnels de l'immobilier, des gens qui veulent se lancer. Donc, il y a des tonnes de marques qui cherchent à se positionner là-dessus. Et, euh, et voilà. Et du coup, je pense que tu vois, ma monitrice, et a priori, si tu restes sur une base d'un épisode par semaine, t'as cette croissance qui est quasi tracée finalement. Et quand les marques, elles me demandent, euh, bah, est-ce que je devrais faire un épisode par semaine ou est-ce qu'un épisode par mois, ça suffit? Et ben, je leur dis, bah, en fait, bah, ça prendrait juste 4 fois Il ira plus de temps. 4 fois moins vite. Ouais, bon, c'est mécanique, Ça ira ça. 4 fois moins vite, donc c'est possible, hein. C'est possible et de toute façon, et il y a des marques qui sont OK avec ça, tu vois. Faire un épisode par mois, ça te permet de tisser une relation forte avec un partenaire ou un expert de ton écosystème chaque mois. Ça te permet d'avoir du contenu à mettre sur ta newsletter. Tes sales, ils peuvent s'en servir pour, tu vois, s'il y a un client qui a un peu les mêmes problématiques, il leur envoie. Donc, il y a tout un intérêt à le faire. Mais en effet, tu iras 4 fois moins vite. Il n'y a même pas de proportionnalité ou pas. Je pense que c'est 4 fois moins vite, quoi. Ouais, non, mais c'est mathématique, exactement. Ouais. Je suis parfaitement d'accord. Est-ce que du coup, pour conclure l'épisode, tu peux inviter, parce que tu as plus l'habitude de le faire que moi, tu peux inviter tous les auditeurs qui nous écoutent à partager, à faire ce que tu sais faire? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Le premier, c'est de continuer à écouter, monitorer et d'écouter jusqu'au bout à chaque fois. C'est la rétention sur un épisode, c'est le plus important pour les plateformes. Le deuxième, c'est de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous le faites avec l'iPhone de votre pote, de votre cousin, de votre voisin. Et, euh, et le troisième, c'est bah, d'en parler autour de vous, de parler de ce podcast autour de vous et d'en faire un PayPal à Julien Calamotte, si ça vous plaît, de 500 euros. J'aurais pas osé celle-là. J'aurais pas osé. Mais avec plaisir, je vous mettrai mon adresse email à tous ceux qui me la demandent. Bon, merci Jérémy. Et d'ailleurs, évidemment, vous pouvez faire tout ça sur Ça fait un bail si c'est pas déjà fait. Comme je disais à Paco dans un précédent épisode, il est fort probable qu'il y ait beaucoup d'auditeurs de Monitree qui écoutent et qui connaissent déjà Ça fait un bail. Le contraire, bah forcément, comme les proportions sont pas les mêmes, à mon avis, c'est plus rare. Mais allez aussi laisser évidemment tout ça sur Apple Podcast, etc. Pour Ça fait un bail. Dans le monde du podcast, l'avantage, c'est que en fait, il n'y a pas forcément de concurrence. Pourquoi? Parce que, comme le disait Jérémy à juste titre, même si on a des invités qui vont être en commun, d'ailleurs, tu me disais que là, dans 1 heure, tu vas enregistrer avec quelqu'un que j'ai déjà reçu sur le podcast, tu vas le faire de manière forcément différente parce que on est tous différents, on fait ça parce qu'on est passionné sur le sujet et donc on pose pas les mêmes questions, on n'a pas du tout le même axe finalement. Et c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que tu peux écouter 3 personnes identiques sur 3 podcasts différents avec 3 animateurs différents et avoir des sons de cloche totalement différents eux aussi. Exactement. Ouais. Rien que le fait de parler, rentrer si on reste sur l'immobilier, tu rentres dans l'expertise et les détails d'une opération. En fait, je peux te faire un épisode de 2 heures sur une de tes opérations où on rentre vraiment dans toute la chronologie du truc, comment ça s'est passé. Et ça m'est arrivé d'en faire d'ailleurs. J'ai fait un épisode de ce type où on a parlé juste d'une seule opération. Et on aurait pas pu parler aussi du parcours en général des 50 OP. On aurait pu parler du mindset autour de ça. On aurait pu parler de la vie de la personne et de sujets complètement différents que de l'immobilier. Donc tous ces axes-là, ils sont intéressants à explorer.
Ouais, carrément. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous mettre juste après ces épisodes-là, cet épisode-là, dans la foulée, les épisodes que j'ai enregistrés avec Jérémy. Ça vous permettra déjà de mieux me connaître à moi pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment. Et puis de traiter d'une opération de marchand de biens aussi qu'on avait détaillée avec Jérémy dans le studio de la Martingale d'ailleurs, sur Paris Ouais. à l'époque, puisque c'est Jérémy qui m'avait introduit avec Mathieu Stéphanie aussi. Donc merci pour ça, c'était super cool, en tout cas, une bonne expérience. Voilà, donc je finis sur ça. Jérémy, merci. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, écoute, c'était un plaisir. Hâte de refaire un épisode et d'apprendre un peu tes news sur l'agence, sur tes nouvelles activités, etc. Bah, avec grand plaisir, Jérémy, c'est quand tu veux. On peut faire ça à distance ou quand je viens sur Paris, ça sera l'occasion de se faire une bouffe aussi. Heu, Allez, parfait. Ça peut être top. Merci beaucoup On fait ça. et à très vite. Bonne journée, salut tout le monde. Salut, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.